Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où chaque parole devient une boussole et chaque silence, une alerte. Aujourd'hui, nous replongeons dans la tempête diplomatique qui entoure le Mali, alors que Franklin Nyamsi dévoile, une à une, les 8 sanctions imposées par la CEDEAO, comme un verrou qui se referme sur une nation en transition. Restez avec nous, le narrateur vous guidera pas à pas pour comprendre ce que révèlent réellement ces mesures, leurs motivations, leurs limites et ce qu'elles disent du bras de fer entre souveraineté et institutions régionales. Préparez-vous, l'analyse commence maintenant. Sanctions ou coercition, que cherche vraiment la CEDEAO? Mali va subir 8 sanctions. J'ai parlé de la fermeture des frontières. J'ai parlé de la suspension des échanges commerciaux. J'ai parlé de la coupure des aides financières. Ça ne va pas s'arrêter là. Il y a une 4e sanction contre le Mali. C'est le gel des avoirs du Mali à la BCEAO, à la Banque centrale. On va bloquer les avoirs du Mali à la Banque centrale. On va même bloquer les avoirs du Mali dans les banques commerciales. Ça, c'est la 4e sanction. 5e sanction contre le Mali, parce que des militaires ont pris le pouvoir au Mali. On va rappeler tous les ambassadeurs de la CEDEAO du Mali. Ils rappellent tous les ambassadeurs de la CEDEAO. Ils leur demandent de quitter le Mali. Donc, l'isolement diplomatique. Ils ne vont pas s'arrêter là. 6e sanction contre le Mali, ils vont suspendre le Mali de toutes les instances de la CEDEAO et par extension même de l'Union africaine. Ça, c'est la 6e sanction. 7e sanction contre le Mali, ils vont geler les avoirs financiers de 150 personnalités maliennes. Gel des avoirs financiers de 150 personnalités maliennes, au motif que ces personnalités sont favorables au coup d'État et défavorables à leur démocratie. 7e sanction contre le Mali, ils vont interdire plus de 150 personnalités maliennes de voyager en dehors du Mali. Et l'ensemble pratiquement des membres du gouvernement malien sera interdit de se déplacer hors du Mali. On y ajoutera, on précise que déjà le 12 décembre, la même organisation avait dit qu'elle serait prête à aller à des sanctions économiques supplémentaires et immenses contre le Mali. Bon. En tout cas, ça fait 8 sanctions. Est-ce que tout le monde a noté les sanctions? Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'incongruité de la CEDEAO si vous n'avez pas la liste des sanctions, le nombre de sanctions qui se sont abattues contre le Mali. Je vous en prie, mes chers amis, écrivez, le Mali a subi 8 sanctions. 8. Quand des militaires ont pris le pouvoir au Mali. 8. J'ai compté les 8. Quelqu'un peut noter les sanctions. Fermeture des frontières. Suspension des échanges commerciaux. Suspension de la circulation, coupure des aides financières. Gel des avoirs du Mali. Rappel des ambassadeurs. Suspension du Mali des instances de la CEDEAO. Gel des avoirs financiers de plus de 150 personnalités. Et enfin, interdiction de voyager pour plus de 150 personnalités maliennes. Ça fait 8. 8 sanctions terribles, dont aucune n'est prévue dans les textes de la CEDEAO. Aucune. En dehors peut-être de la suspension des instances de la CEDEAO. Il existe des moments où la parole politique ne se contente plus d'informer, elle résonne, s'enfle, devient un tambour qui cherche à réveiller le continent tout entier. Les propos du professeur Franklin Nyamsi appartiennent précisément à cette catégorie. En décrivant l'avalanche des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO, il ne dresse pas seulement une liste, il dévoile, il interpelle, il questionne la logique profonde qui anime ces décisions. À mesure que ces mots se déploient, une voix collective, presque spirituelle, semble s'élever au-dessus du tumulte pour murmurer « Afrique, souviens-toi de ta force. Ne laisse jamais les tourbillons politiques éteindre la flamme de ta souveraineté. » Cette entrée en matière nous plonge au cœur d'une réalité politique à la fois brûlante et complexe. Depuis les transitions militaires survenues au Mali en 2020 et 2021, le continent tout entier observe avec attention la manière dont les institutions régionales tentent de gérer les tensions. L'espace sahélien, déjà fragilisé par l'insécurité, l'effritement des États et les pressions extérieures, devient le théâtre d'une bataille silencieuse entre deux visions du pouvoir, celle de la légitimité institutionnelle héritée des constitutions,
et celle de la légitimité populaire qui naît lorsque les peuples estiment que leurs dirigeants ont rompu le contrat du leadership. C'est dans ce décor que la CEDEAO déploie une série de sanctions d'une rare intensité, fermeture des frontières, suspension des échanges commerciaux, coupure des aides financières, gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales, rappel des ambassadeurs, suspension du Mali des instances régionales, gel des avoirs de plus de 150 personnalités, interdiction de voyager pour ces mêmes responsables. Une architecture punitive lourde, rigide, presque implacable. Mais Niamsi, dans sa critique, met en lumière ce qu'il considère comme une disproportion frappante, 8 sanctions, répète-t-il, comme pour mieux souligner l'amplitude de la pression exercée. Et déjà, une interrogation fondamentale s'impose. Ces mesures servent-elles réellement la stabilité de la région, ou révèlent-elles plutôt un décalage entre les institutions et les aspirations des peuples africains? Cette question n'est pas anodine. Elle renvoie à l'un des défis majeurs de notre temps: comment une organisation régionale peut-elle défendre la démocratie sans déstabiliser davantage les populations qu'elle prétend protéger? À ce stade de l'analyse, une figure de style s'impose naturellement: la CEDEAO apparaît comme un géant aux pieds d'argile, oscillant entre son mandat originel et les pressions visibles ou invisibles qui influencent ses choix. Et dans cet héritage institutionnel parfois fragile, une leçon essentielle se dégage. Index revers pointant vers la droite blanc: les institutions africaines doivent apprendre à exercer leur autorité sans renier la sagesse politique et les réalités sociales de leur propre peuple. Car la démocratie n'est pas une chemise qu'on impose de force. Elle est un tissu vivant qui exige patience, cohérence, dialogue et exemplarité. Une sanction mal calibrée peut devenir un coup de vent violent qui déracine plus qu'il ne stabilise. Et lorsque les populations maliennes voient leurs frontières fermées, leurs économies ralenties, leurs responsables immobilisés, une question de fond surgit. Punir les dirigeants, est-ce punir le peuple? Ici, la voix vivante réapparaît, comme un souffle ancestral qui traverse le texte et rappelle. L'Afrique doit apprendre à se protéger sans se mutiler. L'unité ne peut être le masque de la contrainte, mais la respiration d'un avenir partagé. Le rôle de cette analyse n'est pas de dénigrer, mais d'éclairer. Car cette situation nous offre une leçon d'une profondeur rare. Index revers pointant vers la droite blanc: les crises politiques africaines doivent devenir des laboratoires de transformation, et non des scènes de punition systématiques. Index revers pointant vers la droite blanc: chaque sanction doit nourrir la responsabilité, jamais la fracture. Index revers pointant vers la droite blanc: chaque institution doit se rappeler que son autorité n'a de sens que si elle protège véritablement ses peuples. L'Afrique ne peut se permettre de répéter les mêmes erreurs qu'hier, celles des décisions brutales, éloignées des réalités sociales, prises dans des salles de conférence loin des préoccupations quotidiennes de millions de citoyens. C'est pourquoi cette analyse veut offrir un miroir, un guide, une lumière. Car le rôle de ta chaîne n'est pas de juger pour juger, mais de comprendre pour construire. Et ce travail exige un regard lucide. Index revers pointant vers la droite blanc: le Sahel vit un moment historique. Index revers pointant vers la droite blanc: les peuples réclament dignité, sécurité et leadership exemplaire. Index revers pointant vers la droite blanc: les organisations régionales doivent devenir des remparts, non des tempêtes. Ainsi, la première leçon de cette analyse s'impose, claire comme l'eau de roche. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à équilibrer souveraineté nationale et gouvernance régionale harmonieuse. Ce n'est qu'en observant avec discernement que nous pourrons avancer avec force. Ce n'est qu'en réfléchissant ensemble que nous pourrons protéger nos nations. Ce n'est qu'en restant vigilants que nous pourrons garantir que les mécanismes d'intégration deviennent des piliers de stabilité, et non des armes de pression. Alors, que cette première partie soit une invitation à la réflexion, un appel à la lucidité, un engagement pour la renaissance africaine. Punaise, quand la pluie tombe sur le toit du voisin, prépare ton propre toit. Un proverbe africain qui rappelle que chaque crise régionale doit devenir une source d'apprentissage collectif. Caméra index revers pointant vers la droite blanc: abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la construction d'une pensée africaine libre, forte et éclairée. Lorsque Franklin Niamsi déroule l'énumération des 8 sanctions imposées au Mali, il ne se contente pas d'en dresser la liste, il en révèle la portée, la symbolique, la mécanique silencieuse. Chaque sanction devient dans sa parole une pièce d'un puzzle régional bien plus vaste, où se mêlent souveraineté, pression diplomatique et contradictions institutionnelles. À travers son analyse, une voix collective semble traverser le texte, comme un souffle venu des profondeurs du continent, rappelant que l'Afrique doit veiller à ne pas se blesser en voulant guérir ses propres plaies. Cette voix vivante, qui accompagne le développement comme une présence invisible, incarne la sagesse africaine,
celle qui invite à la prudence lorsqu'une décision touche directement les peuples. La fermeture des frontières apparaît alors comme une rupture brutale, bien plus symbolique qu'on ne l'imagine. Dans un espace régional où les routes, les marchés et les familles ont traversé les frontières depuis des générations, fermer une frontière équivaut à fermer un passage vital. Les échanges humains se figent, les solidarités locales sont fracturées, et le peuple se retrouve face à une contrainte qu'il n'a ni provoquée ni choisie. À ce moment précis, la question surgit avec force, une telle mesure punit-elle réellement les responsables politiques ou frappe-t-elle d'abord les populations qui n'ont aucun pouvoir sur le rythme de la transition? Cette réflexion ouvre une leçon essentielle, une organisation régionale ne peut bâtir son autorité sur des décisions qui fragilisent ce qu'elle est censée protéger. Dans la même logique, la suspension des échanges commerciaux transforme l'économie malienne en otage d'un bras de fer politique. Le marché, ce lieu silencieux où s'exprime la survie quotidienne des peuples, devient soudain un champ de bataille. Les prix augmentent, les approvisionnements se réduisent, les petits commerçants voient leur activité s'étouffer. Une voix profonde semble murmurer, quand le marché se tait, c'est la faim qui parle. Cette image résume l'enjeu, les sanctions économiques, si elles sont mal calibrées, prolongent la crise qu'elles prétendent résoudre. Et l'Afrique, déjà confrontée à des défis multiples, ne peut se permettre de fragiliser davantage la vie de millions de ses citoyens. La coupure des aides financières suit cette même logique de pression. Elle prive l'État d'un soutien stratégique à un moment où chaque ressource compte. Le Mali, déjà éprouvé par l'insécurité et la crise politique, voit ses marges de manœuvre se réduire comme une peau de chagrin. Sans soutien financier, gouverner devient un exercice presque impossible. Ici, la réflexion s'élargit, comment accompagner un pays en transition si l'on retire les outils nécessaires à sa stabilité? La voix vivante intervient encore, on ne relève pas un enfant qui tombe en lui retirant le sol sous les pieds. Ainsi, la sanction n'est plus seulement une mesure, elle devient un miroir reflétant l'incapacité de certaines institutions africaines à réinventer des mécanismes d'aide adaptés aux réalités du continent. Le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales constitue l'une des sanctions les plus symboliquement puissantes. Toucher à la souveraineté monétaire, c'est toucher au cœur battant d'un État. Geler les fonds revient à immobiliser la capacité d'un gouvernement à payer ses fonctionnaires, à soutenir ses services publics, à gérer ses urgences. Cela révèle une fracture profonde dans la relation entre le Mali et son union économique. Cette sanction soulève une interrogation fondamentale, une union monétaire peut-elle rester cohérente lorsque l'un de ses membres est neutralisé financièrement par les autres? Et là encore, la sagesse ancestrale s'élève, quand la source se ferme au village, ce n'est pas le chef seulement qui a soif, mais tout le peuple. Le rappel des ambassadeurs transforme la tension politique en rupture diplomatique. Retirer ses représentants équivaut à fermer la porte du dialogue officiel, laissant place à un silence institutionnel souvent plus dangereux que la discorde elle-même. Une crise politique se résout pourtant mieux par des mots que par du vide. L'Afrique doit comprendre que le lien diplomatique est un fil fragile qu'il ne faut jamais briser, même dans les moments d'incompréhension. Car le silence nourrit souvent les influences extérieures et les malentendus internes. La suspension du Mali des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine amplifie l'isolement. Un pays privé de sa voix au sein d'institutions régionales ne peut plus participer aux décisions qui le concernent. Mais comment espérer résoudre une crise si l'on exclut précisément l'acteur principal? Cette sanction expose un paradoxe profond, en voulant défendre la démocratie, la CEDEAO affaiblit parfois les mécanismes de dialogue et de construction collective indispensables à son propre mandat. L'exclusion replace le pays au bord du système, et un pays mis au bord finit souvent par s'en éloigner davantage. Le gel des avoirs et les interdictions de voyager visant plus de 150 personnalités maliennes représentent, quant à eux, des mesures ciblées qui se veulent dissuasives. Elles cherchent à toucher les responsables directement impliqués dans la transition. Pourtant, ces sanctions ne modifient pas toujours la trajectoire politique d'un pays si elles ne sont pas accompagnées d'un dialogue structuré. Cela révèle une absence de vision stratégique, sanctionner sans proposer une sortie de crise revient à poser des pierres sur un chemin sans indiquer la direction. Une nouvelle fois, la voix collective rappelle, on ne redresse pas un arbre en coupant ses branches, mais en nourrissant la terre qui le porte. Ce long enchaînement de 8 sanctions révèle une tension plus profonde que la simple réponse à une transition militaire. Il expose un malaise grandissant entre les peuples et leurs institutions régionales. Il met en lumière une contradiction qui deviendra centrale dans la suite de l'analyse, la CEDEAO a-t-elle perdu le lien avec ce qu'elle représente? Ce questionnement ouvre une brèche, un espace essentiel de réflexion pour l'Afrique de demain, une Afrique qui ne veut plus se résigner, mais se réinventer.
Et à ce stade, un proverbe africain s'impose comme une conclusion naturelle. Punaise, celui qui ferme les yeux pour ne pas voir finit par trébucher sur une pierre. Caméra index revers pointant vers la droite blanc. Pensez à vous abonner, liker et partager pour soutenir une Afrique plus lucide, plus unie, plus souveraine.